Madame, Monsieur, bonjour. Je vous présente Pascal Simon, qui m'accompagne aujourd'hui pour vous présenter un type de placement dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui s'appelle le private equity ou capital investissement en français. Donc, on va essayer un petit peu de décrypter cette classe d'actifs pour vous. Et je remercie Pascal de m'aider à réaliser cette présentation. Je vous remercie aussi parce que je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Comme vous pourrez le constater, on a quelques problèmes d'affichage à l'écran. Bon, déjà, on avait prévu un webinaire hier, ça nous a compliqué la tâche et on a été obligé de l'annuler. J'espère que vous pourrez regarder les slides de présentation de la manière la plus claire possible. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de tenir en 45 minutes, 50 minutes au maximum. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses. Je ne vous promets pas qu'on vous répondra au fil de l'eau parce que l'expérience montre que c'est assez compliqué à faire deux choses en même temps. Mais par contre, à chaque fin de thème abordé, on pourra essayer d'y répondre. Donc, notre webinaire va se décomposer en quatre parties. La première, on rentrera dans les définitions du jargon du private equity. Une fois qu'on aura bien précisé les termes et le fonctionnement de ce type d'investissement, on essaiera de vous convaincre de l'intérêt d'investir en private equity. Ensuite, on vous présentera une offre globale qui n'est pas une proposition d'investissement, loin s'en faut, mais qui vous permet d'éclairer un petit peu le discours qu'on aura tenu au cours des deux premières parties. Et dans une quatrième partie, Pascal vous présentera le cabinet et ce qu'on peut vous apporter à vous qui êtes français et qui résidez à l'étranger. Voilà, donc euh, dans une première partie, c'est la partie la plus compliquée du webinaire. On va essayer de vous expliquer comment fonctionne le private equity. Et dans un premier temps, on va essayer de décrypter le salir, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de termes, beaucoup d'anglicismes, que c'est un petit peu technique, et donc ça mérite quelques explications pour que tout le monde comprenne le même langage. Alors, le private equity au sens étroit du terme, ça a pour objet d'investir en capital dans des sociétés majoritairement non cotées sur les marchés financiers. Je dis majoritairement parce que il arrive qu'ils investissent dans les sociétés cotées. Alors, de manière générique, le terme de private equity, on l'utilise pour désigner un véhicule d'investissement. On verra tout à l'heure que le private equity, ça se matérialise par un fonds. On dit aussi private equity pour parler des apports de capitaux. Et puis, c'est aussi un écosystème. C'est tout ce qui est tout ce qui est non coté, en fait. On va dire, par exemple, les sociétés veulent plus s'introduire en bourse et préfèrent le private equity. On fait référence un peu à cet écosystème. Et de manière générale, comme je le disais, là, c'est un petit peu tout ce qui est non coté. Non coté, ça veut dire qu'il n'y aura pas que du private equity. On va vous préciser un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en dehors de l'investissement en capital dans le non coté. Alors, comment ça fonctionne un fonds de private equity? Donc, des investisseurs privés, par exemple vous. Euh, donc, ces investisseurs privés, dans le jargon, on les appelle des LP ou Limited Partners. Donc, ça, c'est l'épargnant. Il va apporter des capitaux à un fonds d'investissement. Donc, c'est un véhicule qui est créé pour le projet d'investissement. Et ce fonds d'investissement, il est géré par une société de gestion spécialisée. Cette société de gestion, dans le jargon, elle s'appelle General Partners ou GP. Donc ça, c'est les sociétés, c'est General Partners. Si vous lisez un petit peu les journaux financiers, c'est les sociétés qu'on lit dans la presse. Ça peut être KKR, ça peut être CVC, ça peut être Elliott. Enfin, on en verra d'ailleurs dans notre webinaire. Ces sociétés-là, aujourd'hui, elles valent souvent plus cher que les banques. Hein. C'est les gagnantes, ces sociétés de gestion de la décennie de 2010, 2000 et depuis le début des années 2020. Toute la réglementation bancaire
qui a contraint l'activité des établissements de crédit, ben, elle a bénéficié aux sociétés de gestion du private equity. Donc, cette société de gestion, elle a récupéré de l'argent auprès des investisseurs privés, les LP, vous, et ensuite elle va investir l'argent grâce à son savoir-faire dans des sociétés, au minimum pour une période de 5 ans, et elle va utiliser cette période de 5 ans pour accompagner le management des sociétés, le faire travailler, le positionner sur la stratégie qui marche. Et une fois que la société a été valorisée, bah, le GP, hein, la société de gestion, va vendre la participation et restituer l'argent aux épargnants qui ont investi. Voilà un petit peu le schéma de manière très synthétique d'un fonds de private equity. Vous apportez de l'argent à un véhicule. Ce véhicule, il est géré par une société de gestion. Cette société de gestion, elle fait son maximum pour valoriser votre argent pendant 5 ans et ensuite, elle vous le retourne. Voilà le schéma synthétique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le private equity, capital investissement, c'est pas le non-côté. Souvent, on mélange les deux et le private equity peut investir dans des sociétés qui sont cotées. J'en ai pris une parce qu'elle est dans l'actualité. Par exemple, l'Olympique Lyonnais, c'est une société qui est cotée en bourse et c'est détenu par un fonds dont vous avez entendu parler qui s'appelle Eagle. Et donc ce fonds, il a bien investi dans une société cotée. Il y a plein de sociétés cotées qui ont des fonds de private equity au capital, même si majoritairement sur l'ensemble des encours, le private equity, il investit quand même pour une très large part dans du non-coté. Et à contrario, le non-coté, ça va comprendre aussi d'autres classes d'actifs que les actions. Donc, par exemple, vous avez vu dans la presse qu'il y a une thématique qui marche très fort, c'est la dette privée. Donc, ça veut dire qu'il y a des fonds, Pascal nous expliquera un petit peu comment ça fonctionne tout à l'heure, mais il y a des fonds qui sont spécialisés pour prêter de l'argent à des sociétés à la place des banques. Il y a des fonds aussi qui sont spécialisés dans les infrastructures. Donc, ça peut être de la dette privée ou du capital, mais schématiquement, ils vont investir de l'argent à plus long terme que 5 ans. Alors, ça peut être des tours télécom, ça peut être des usines de panneaux solaires, ça peut être des barrages, enfin, ça peut être des autoroutes. Voilà, ça, c'est des fonds d'infrastructure. Et ensuite, il y a une autre catégorie de fonds qui est un peu moins à la mode aujourd'hui parce que la conjoncture n'est pas très porteuse, c'est les fonds qui sont spécialisés dans l'immobilier. Et ça a connu aussi son heure de gloire. Hein. Donc, vous voyez, le non-coté, c'est encore un peu différent du private equity. Et dans ce webinaire, on essaiera quand même de vous parler un petit peu de ces placements alternatifs au private equity et qui sont non cotés. Il y a une autre thématique qui est hyper à la mode aujourd'hui, c'est le secondaire. Alors, le secondaire, ce sont des fonds toujours de private equity. Là, ils investissent en actions, hein, mais eux, ils vont apporter de la liquidité au marché parce qu'on s'est aperçu que un fonds de private equity, ça a une durée moyenne de 8 à 10 ans. On verra pourquoi tout à l'heure. Et donc, à un moment, soit les investisseurs épargnants ont besoin de l'argent plus tôt que prévu, il y a un marché qui s'est organisé pour fournir de la liquidité à ces investisseurs pressés de sortir. Investisseurs pressés de sortir, si vous voulez une illustration, par exemple, et je crois que Pascal en parlera tout à l'heure, les universités américaines qui se font taper dessus par Trump et qui sont notamment Harvard, qui historiquement est l'un des premiers à avoir investi massivement dans le private equity, Harvard aujourd'hui, il revend une partie de ses participations sur le secondaire. Donc ça, c'est une mécanique qui marche assez bien. Il y a une deuxième mécanique qui permet aux fonds spécialisés sur le secondaire d'investir. Là, on n'est plus sur les plus sur les participations des épargnants dans un fonds, mais on est sur les participations qu'a pris un fonds dans des sociétés. Donc le fonds qui a besoin de liquidité, par exemple, parce que la société de gestion veut lancer un nouveau fonds et elle a besoin d'accélérer
les cessions, mais le marché n'est pas très porteur, c'est d'ailleurs un cas typique de ce qui se passe aujourd'hui, bah, il va recourir au marché secondaire pour donner un peu de liquidité, trouver un investisseur intermédiaire avant la cession finale, et ça lui permettra de rendre de l'argent à ses épargnants, à ses investisseurs, et en rendant de l'argent à ses investisseurs, il les encouragera pour en remettre dans celui qu'il envisage de lancer. Voilà pourquoi alors pourquoi le private equity secondaire est à la mode en ce moment. Ben parce que Pascal nous expliquera tout à l'heure, le marché primaire le marché primaire, les fonds ont du mal aujourd'hui à vendre au prix qu'elles souhaiteraient, notamment du fait de la remontée des taux en 2022-2023. Et donc, ben, c'est une solution pratique pour donner un peu de liquidité aux fonds. Alors, donc là, je crois qu'on a fait un peu de jargon. On va essayer de voir maintenant comment on mesure la rentabilité d'un placement en private equity. Bon, traditionnellement, il y a deux notions. C'est important de les connaître avant que on analyse l'historique des performances des fonds de private equity. Donc, la première mesure de la performance, c'est la plus pure, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne, le fameux TRI qu'on a appris en finance. Et donc, vous voyez très bien ce que ça peut être. On va regarder l'argent que vous avez injecté. Souvent, cet argent, quand vous l'investissez dans un fonds de private equity, c'est au fur et à mesure des besoins du fonds. Donc, on va regarder à quel moment ça a été décaissé, et puis on va regarder à quel moment le fonds vous restitue l'argent. Et puis, bah, on va calculer, comme on pourrait le faire sur Excel, la rentabilité interne de cet investissement. Et donc, ça, c'est l'indicateur de base, hein, parce que c'est vraiment ce que ça vous rapporte. Alors, des fois, c'est un peu théorique, parce que si vous voulez, si vous avez décidé d'investir 100 000 euros dans un fonds, et s'il est apporté 20 000 euros chaque année, si vous les mettez de côté pour investir tout de suite, donc vous mettez vos 100 000 euros, on vous en appelle 20 000 et vous en mettez 80 000 de côté, ben votre TRI ne sera pas de 15%, mais il sera de 6 ou 7% parce que votre argent, il aura roupillé pendant 4 ans. Donc, faites bien attention que quand un fonds vous parle de TRI, de rentabilité interne, lui, il a maximisé les appels de fonds et il a maximisé les sorties pour que ça rapporte le plus possible. Il y a même des fonds qui, considérant que leur rendement va être supérieur au taux de l'emprunt bancaire, ils vont décaler les encaissements en faisant appel à des banques pour faire un bridge qui leur permet de repousser la date où ils appellent vos fonds. Vous voyez, tout ça, c'est optimisé, mais bon, globalement, le critère de base pour apprécier si un fonds est bon ou pas, c'est de regarder son TRI. Mais il y a une deuxième notion qui est aussi importante que vous connaissez, c'est le multiple. Donc là, on aime bien savoir ben, si j'ai mis 100 et si je récupère 200 dans 5 ans, j'ai fait x2. Donc ça, les multiples, il y a des fonds, il y a des sociétés de gestion qui raisonnent en multiples, en vous disant mon objectif c'est de faire 2 fois ou c'est de faire 3 fois. Donc vous voyez bien que si vous faites 2 fois en 3 ans, c'est mieux que si vous faites 2 fois en 10 ans. Et encore mieux que 2 fois en 20 ans. 2 fois en 20 ans, c'est pas terrible, hein. Par contre, 2 fois sur 3 ans, c'est excellent. Donc, cette notion de multiple, elle est intéressante parce qu'elle elle montre la valeur ajoutée qui a été créée par le fonds. Il faut la rapprocher au temps, mais du temps, de la durée de cet investissement. Mais vous voyez qu'en croisant le TRI et le multiple, on a une bonne approche de comment fonctionne la société de gestion qui a géré le fonds. Voilà un petit peu, ça c'est pour que Pascal puisse se sentir à l'aise pour nous parler des performances tout à l'heure. Alors on a décrypté le Sabir. Donc maintenant, pourquoi le private equity est la classe d'actifs qui est à la mode aujourd'hui? La private equity, c'est à la mode parce que ça rapporte plus que les autres classes d'actifs. Et pourquoi ça rapporte plus? Ça, c'est Pascal va nous dire pourquoi ça rapporte plus. Mais pourquoi ça rapporte plus? Parce que déjà, c'est normal que ça rapporte plus parce que votre argent, il est bloqué. Donc, s'il est bloqué et si ça vous rapporte pas plus que la bourse, il vaut mieux aller en bourse parce que vous pourrez sortir quand vous voudrez. Donc, comme votre argent est bloqué, la société de gestion a le temps, elle a un horizon d'investissement qui est assez long
et cette durée lui permettra de mieux valoriser l'investissement. C'est un petit peu le principe de l'immobilisation de votre argent. Donc, meilleur rendement, mais ce meilleur rendement, il va provenir aussi d'un alignement des intérêts. Donc, on va considérer que c'est l'argent qui attire et qui fait travailler tout le monde. Donc, l'argent, il va attirer les managers de la société de gestion. Les sociétés de gestion, notamment celles qui sont cotées en bourse, on le voit, elles gagnent une grande partie de leurs résultats au travers de ce qu'on appelle le carry interest. Donc le carry interest, c'est un bonus qui est donné à la société de gestion et à ses managers pour la récompenser du travail qu'elle a réalisé. Donc si, par exemple, la société de gestion à collecter de l'argent auprès des investisseurs en leur disant je vous promets un rendement de 15%, un TRI de 15%, et si elle dépasse l'objectif qu'elle a fixé, elle va récupérer 20% de la plus-value qui a été constituée par rapport à l'objectif. Donc, mais pour récupérer cette plus-value, il faut que la société de gestion et ses managers, ils investissent eux-mêmes dans le fonds. Donc, schématiquement, ça veut dire que quand vous investissez dans un fonds de private equity, la société de gestion a défini un objectif minimum qu'elle va appeler le hurdle comme obstacle. Donc, c'est l'obstacle que la société de gestion doit franchir. Ce hurdle, par exemple, ça va être de 7%. Et si la société de gestion a valorisé le fonds dans lequel vous avez investi à 15%, eh ben, les managers et la société de gestion, ils vont récupérer 20% de la plus-value entre 15 et 7%. Ils vont récupérer 20% de 8%. Donc ça, c'est très motivant. Il ne faut pas se voiler la face, hein, ça ampute quand même un peu la rentabilité de l'investissement pour l'épargnant, mais par contre, ça motive beaucoup la société de gestion et ses managers. Ensuite, les dirigeants des sociétés cibles, c'est-à-dire les sociétés qui ont été acquises par le fonds d'investissement. Eux aussi, on va leur donner de l'argent si ça marche bien. Donc ça, ils vont donc pouvoir, de la même manière que la société de gestion va être incentivée sur la performance du fonds, le dirigeant, c'est pas que le dirigeant, c'est l'équipe dirigeante des sociétés dans lesquelles un fonds a pris une participation, il va être fortement incentivé à la réussite de la prise de participation par le fonds. Donc de la même manière, on va définir des objectifs, et si l'objectif est dépassé, les dirigeants, et pour un dirigeant salarié, c'est pas mal, hein. Ça, c'est si vous lisez un peu la presse, c'est le fils il est en train de se jeter là-dessus parce qu'il considère que les management packages, c'est pas des plus-values en capital, mais c'est des salaires. Et si c'est des salaires, c'est les prélèvements sociaux et tout le bazar. Donc, le dirigeant et toute son équipe, ils sont vraiment motivés parce qu'ils peuvent vraiment devenir riches grâce au private equity. Et puis, bah, les investisseurs, ils profitent un petit peu de ces incentives, hein, de ces bonus qui ont été donnés à la société de gestion aux dirigeants, parce que peut-être qu'ils touchent un peu moins que s'il n'y avait pas eu les bonus, mais la performance d'ensemble, elle est bien meilleure parce que tout le monde a envie que ça marche. Donc, l'investisseur, il est un peu plus à l'aise, il sait que les intérêts sont alignés. Voilà un autre des facteurs qui explique la réussite du private equity. Et puis le troisième facteur qui explique le succès, bah, c'est le professionnalisme. Parce que quand on parle des grandes sociétés de gestion, c'est des mastodontes maintenant qui sont souvent cotés en bourse, pas tous, mais qui sont cotés en bourse aux États-Unis. Et il y a un vrai savoir-faire. Donc, les équipes, bah, ils recrutent aujourd'hui les jeunes qui sortent des meilleures écoles et ils préfèrent, ce qu'ils veulent faire, c'est le private equity. Et donc, et plus les écoles sont d'un bon niveau, plus ils essayent d'intégrer les sociétés qui ont la meilleure réputation. Donc, les équipes, elles sont faites il y a des têtes bien faites dans les équipes. Et puis ensuite, ces équipes, ben, elles vont être spécialisées par secteur d'activité, par zone géographique, par type d'investissement. Donc, vous avez des personnes qui sont spécialisées sur le secteur des télécoms pour les sociétés qui ont un chiffre d'affaires entre 5 et 100 millions, par exemple. Et donc, ils vont passer leur temps de travail professionnel focalisé sur cet objectif-là, d'aller identifier les pépites qui sont dans leur spectre.
Et ça, ben, ça donne de bons résultats. Vous avez des têtes bien faites, vous avez un savoir-faire au niveau de la société de gestion et une spécialisation. Ben, ça permet de créer de la valeur ajoutée. Et ça explique aussi les performances que va nous décrire Pascal tout à l'heure. Mais avant d'en arriver aux performances, Pascal, euh, on va essayer de décrire ce qu'on appelle. Alors, il y a une courbe qui est assez célèbre dans le métier du private equity. Pascal, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes formes du private equity? Voilà, alors je vais être un petit peu moins technique que Patrick, mais en fait, le private equity peut intervenir à différentes phases du développement de la société. Soit on intervient au tout début, donc à la création, donc quand l'entreprise se crée, ce qu'on va appeler donc le seed of ventures. Et donc le grand spécialiste de ça en France, c'est, vous avez la photo, c'est Xavier Niel, hein, parce que qui via son fonds, investissent dans pas mal de startups en France. Et d'ailleurs, c'est un gage quand vous avez Xavier Niel à votre board. Comme par hasard, la société, tout de suite, elle prend énormément de poids. Donc ça, c'est la phase d'amorçage. Donc on est sur des petites startups. Après, on peut aussi intervenir en tant que capital risque. Donc là, c'est quand on a détecté, par exemple, des gens qui ont sorti des innovations, qui ont un brevet. On se dit là, il y a une idée, on tient un truc, il faut absolument qu'on accompagne ces entreprises. Donc, bah, on l'a vu avec l'IA, etc. Enfin, il y a des et donc là, on va intervenir dans le cadre de l'innovation de l'entreprise au niveau du capital risque. Ensuite, vous allez avoir la phase de croissance. Donc, c'est bien, l'entreprise, elle a bien démarré, elle a de bonnes idées, elle a des bons produits à vendre, mais elle a besoin, par exemple, de se développer, d'avoir des locaux plus grands, ou elle a besoin d'engager de nouveaux collaborateurs. Tout ça, donc, il faut l'accompagner. C'est ce qu'on appelle le capital développement ou le growth, aussi, qu'on peut appeler ça. Donc, on a eu, par exemple, c'était fait avec Doctolib, notamment, je ne sais pas si vous en souvenez, pendant la crise du Covid. Doctolib a eu a progressé énormément parce que tout le monde avait besoin de trouver une date pour aller se faire vacciner. Et tout le monde est passé par la plateforme Doctolib, par exemple. Donc là, c'est vraiment une société qui a connu toute sa croissance, notamment pendant le Covid. On peut intervenir aussi un petit peu plus tard. Donc, dans le cadre, on a une société qui est mature et donc dont les dirigeants souhaitent céder leur part. On va être dans ce qu'on appelle le capital transmission ou dans la consolidation. Donc plus traditionnellement, vous avez peut-être déjà entendu le terme de LBO, donc leverage buy out. Donc, désolé pour mon accent. Donc là, on vous a mis la petite photo du film Wall Street. Donc là, on est dans le cadre de la transmission. Ensuite, on peut avoir aussi un dernier cas. Vous avez des sociétés qui sont pas forcément en très bonne santé, mais on s'est dit il y a un truc à faire quand même, il faut y aller. Ça vaut le coup de mettre des sous dedans, et nous, on va essayer de retourner la situation, d'où le nom capital retournement ou distress. Voilà, voilà, on va intervenir comme les pompiers un peu. On va aller voir ce qui est possible de faire pour redresser la société. C'est pas dit que ça marche à tous les coups, mais bon, c'est aussi une stratégie de private equity. Donc voilà, donc on peut intervenir à différents stades, et vous avez des fonds de private equity qui sont spécialisés dans telle et telle phase de maturité de la société. Donc que ce soit à sa création ou que ce soit pour retourner une situation critique. Alors, la classe d'équipe qui marche le mieux, la Les stratégie phases, qui marche le mieux, ouais. c'est le LBO, parce que, notamment quand les taux d'intérêt étaient plus bas, on arrivait à gagner beaucoup, beaucoup d'argent, mais on a de la visibilité sur la société, on se fait aider par la dette, et normalement, ça marche bien. Le distress, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de fonds de distress en France. Quand vous regardez les grands événements style Orpea, Athos et consorts, en fait, ce sont des fonds internationaux qui ont racheté la dette, et uniquement la dette, sur les marchés, qui ensuite négocient avec les actionnaires, avec le management, pour valoriser au mieux la dette qu'ils ont rachetée à prix décoté. Et la personne que vous voyez là, qui s'appelle Paul Singer, c'est le patron de Elliott Management, qui est le fonds de distress le plus connu dans le monde. Et c'est lui qui a fait plier Argentine quand elle voulait pas payer sa dette souveraine, et il a fait saisir ses bateaux n'importe où dans le monde. Et au bout de quelques années, il a réussi au bout de longtemps d'ailleurs, de beaucoup d'années, il a réussi à les faire plier et à obtenir le remboursement de sa dette. Voilà, donc le LBO, c'est le mieux, le growth, ça marche pas mal. Et puis le distress, il faut avoir accès
Au fonds américain, c'est un peu plus compliqué et le capital risque, c'est ce qui collecte le plus aujourd'hui, hein. Les Mistral et consorts, c'est une stratégie qui est à la mode. Ça marchera peut-être, hein, mais évidemment, il y a un petit peu de casse. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui n'est pas private equity. On l'a abordé rapidement tout à l'heure, mais de manière très synthétique. Donc, la classe d'actifs qui monte le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les investissements en dette privée. Donc, les investissements en dette privée, vous pensez à ce que fait une banque. Ben, le fonds de dette privée, il peut faire à peu près la même chose. Sans rentrer trop dans les détails, l'idée, c'est de prêter à une société en prenant une marge significative. Hein, souvent, c'est des prêts à taux variable. On va prendre 6 à 7 de plus que le coût de refinancement de marché. Donc, ça va être des taux qui vont être aujourd'hui entre 9 et 12 donc vous me direz, mais c'est plus cher qu'un prêt bancaire traditionnel et c'est pourtant c'est en concurrence avec eux. Alors c'est pas si simple parce que les banques elles sont contraintes aujourd'hui par une réglementation qui fait qu'elles peuvent pas trop prêter. Quand elles sont trop exposées, elles sont pénalisées en fonds propres et si elles sont pénalisées en fonds propres, elles sont moins rentables. Donc, selon les périodes, les fonds de dette privée, ils arrivent à être très compétitifs. Alors, d'abord parce que les banques n'ont pas envie de prêter, ensuite parce qu'ils sont souvent plus agiles, il y a moins de comités, ça va plus vite. Au début, ils ont commencé par se développer en investissement, en finançant en fait les fonds de private equity. Donc, vous voyez, en LBO, quand il y avait besoin de dette, hop, c'était un fonds de dette privée qui faisait la dette qui permettait aux fonds de private equity d'acheter la cible. Donc ils se sont développés comme ça, mais maintenant ils sont sur tout type de société et ils concurrencent vraiment directement les banques. Je vous ai mis en illustration la société Apollo qui doit être le fonds de dette privée, enfin la société de gestion de dette privée la plus connue dans le monde et la plus importante. Apollo, pour la petite histoire, ils ont racheté un assureur. Et donc, avec leur fonds de private equity, ils ont racheté un assureur, enfin pas leur fonds, mais avec leur activité de private equity, ils ont acheté une société d'assurance. Et cette société d'assurance, elle leur apporte les fonds pour investir dans la dette privée, schématiquement. Voilà, donc ça c'est à la mode. Et les banques ont été obligées de s'associer avec des fonds de dette privée ou de monter elles-mêmes leurs fonds de dette privée, tellement elles étaient concurrencées sur leur activité traditionnelle par ces nouveaux venus. Alors, autre particularité du non-côté, c'est les investissements dans les infrastructures. Donc, les investissements dans les infrastructures, dans les années 2000, il y a une société australienne qui s'appelait Macquarie qui a commencé à financer les tours télécoms, les autoroutes, les usines d'eau, par exemple. Et ben, petit à petit, Macquarie a généré de la concurrence. Donc, il y a pas mal de fonds aujourd'hui qui se spécialisent sur les infrastructures. Donc, la différence, c'est qu'on est sur un horizon plus lointain, on est sur des rémunérations qui sont un peu moins importantes qu'en private equity, voire même en dette privée. Mais par contre, vous avez des revenus qui sont fiabilisés parce que, en général, tout ce qui est infrastructure, les revenus sont indexés sur l'inflation. Donc, vous êtes assez protégé par ça. Et puis, vous avez des actifs derrière. Donc, ces actifs, ils vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Donc, vous avez peut-être un peu moins de rentabilité, un peu plus de durée, mais vous avez aussi plus de sécurité. Donc, ça, c'est très à la mode. En France, il y a une société qui s'est introduite en bourse qui est très connue, hein, qui était avant chez BNP là, et qui maintenant s'appelle Antin Partners. Donc c'est aussi, il y a des levées de fonds assez régulièrement en infrastructure. Pour la petite histoire, par exemple, quand Veolia a été contraint de trouver un repreneur pour la partie de Suez qu'il ne pouvait pas racheter au travers de son EPA, il a fait appel à un fonds de private equity spécialisé sur les infrastructures, qui était américain. Et en plus de Mirova, qui est lui un fonds plus traditionnel, orienté environnement en France. Donc, vous voyez, Suez a été repris par un fonds d'infrastructure partiellement. Ensuite, on a parlé des investissements immobiliers. Donc, les investissements immobiliers, ils sont pas très à la mode, on l'a déjà dit. En général, on a trois stratégies d'investissement quand on parle de fonds immobiliers.
toujours avec des anglicismes, un core added et value added. Donc core, c'est le pépère. Value added, c'est le plus spéculatif. Donc un marchand de biens qui achète un immeuble sans permis de construire, qui casse tout et qui veut le revendre très cher, ça c'est du value added. Si vous achetez un immeuble de bureau avenue Montaigne à Paris, là vous êtes dans le corps. Vous voyez. Bon, évidemment, c'est plus facile de faire de la performance sur le value added, mais il y a plus de risques. C'est comme toujours en finance. Hein. Donc là, vous allez être sur des opérations promotion, rénovation, restructuration. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui se lèvent. Blackstone avait lancé un fonds immobilier, mais il l'a lancé en France, hein, mais enfin en Europe, et il l'a lancé trop tôt, ses résultats sont pas bons. Donc là, on voit quelques dossiers sur le marché où il y en a qui essayent de revenir. Pour l'instant, nous, on est un petit peu prudent. Voilà, dernière classe d'actifs dont on voulait pas vous parler sur le non-coté. Donc, je vous ai mis la photo de Dominique Sénéquier. Dominique Sénéquier, c'est la figure la plus connue, je crois, du private equity en France. Oui, elle a créé une société qui s'appelle Ardian. Au début, c'était chez AXA. Ensuite, elle l'a reprise avec son équipe. Et Ardian, c'est connu comme étant le spécialiste mondial du marché secondaire. Donc le marché secondaire, on l'a abordé très rapidement précédemment, c'est à la mode. Pourquoi c'est à la mode? Parce que les fonds de private equity qui ont investi en 2018, 2019 et 2020, normalement, et il faut qu'ils vendent. Ils arrivent, vous voyez, de la période des 5 ans, donc ils ont leur participation historique, et ça fait longtemps qu'ils les ont, il faut qu'ils vendent, sinon le taux de rentabilité interne, il risque de baisser parce qu'ils vont prendre plus de temps. Donc, le problème, c'est que depuis 2022-2023, il y a moins d'argent sur le marché du private equity. Il y a eu des levées de fonds, moins qu'avant, mais globalement, ces levées de fonds, elles font, avec la remontée des taux, les nouveaux investisseurs, ils sont plus difficiles. Donc, s'ils sont plus difficiles, c'est-à-dire qu'ils offrent des prix qui sont moins élevés que ce que attendent les fonds qui ont des participations à vendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les fonds qui ont des participations à vendre, ils attendent, et les fonds qui veulent acheter, ils n'achètent pas. Donc, le marché, il est un peu bloqué. Et pour le débloquer, y a cette technique hein, qui s'appelle le marché secondaire. Et donc, les fonds qui sont vraiment pressés et qui ont besoin de vendre, notamment pour pouvoir relever un nouveau fonds, on en a parlé tout à l'heure, ils vont faire appel au marché secondaire. Et puis je vous ai parlé des universités américaines, donc il y a de plus en plus aussi d'épargnants, hein, au sens large, hein, d'investisseurs professionnels qui ont besoin de faire de la liquidité parce que l'histoire, elle évolue. Et eux aussi recourent de plus en plus au marché secondaire, et ça tombe bien parce qu'il est de plus en plus organisé et il y a de plus en plus de sociétés de gestion qui interviennent sur cette classe d'actifs. On vous fera quelques propositions, enfin pas quelques propositions, mais on vous indiquera un ou deux fonds qui sont spécialisés sur ce marché tout à l'heure. Alors, vous voyez, donc on a fini avec la partie théorique. Maintenant, Pascal, elle va nous dire pourquoi le private equity, ça connaît autant de succès et comment on peut faire pour investir dedans. Alors, effectivement, le private equity est une classe d'actifs et on peut faire l'exercice, que ce soit sur 20 ans, sur 40 ans, etc., enfin, depuis le début du private equity. C'est la classe d'actifs qui fait les meilleures performances, malgré les crises qu'on a pu connaître. Le private equity, en fait, comme vous a expliqué Patrick tout à l'heure, donc c'est pas de l'investissement qui se fait sur du court terme, hein, puisque les sociétés, elles vont mettre plusieurs années à utiliser les fonds qu'elles ont collectés, parce que donc c'est pas parce qu'elles ont 300 millions à dépenser, par exemple, elles vont dépenser les 300 millions dans l'année, elles vont aller regarder. Et comme vous l'a expliqué Patrick, c'est vraiment en fonction des secteurs, c'est des gérants dans les sociétés de gestion qui sont spécialisés sur telle et telle thématique ou telle zone géographique et qui vont prendre du temps pour aller trouver les meilleures pépites. Donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça que la période de ce qu'on appelle la période de déploiement, en fait, d'utilisation des capitaux, elle se fait sur 4 à 5 ans à peu près. Ensuite, comme on aide, on accompagne, enfin ces fonds accompagnent grâce aux capitaux que vous allez avoir investis, vont accompagner le développement des sociétés. Et bien l'idée c'est quand même que ces sociétés elles-mêmes donc surperforment et qu'elles
qu'elle se valorise au mieux. Et donc ça prend encore quelques années, le temps de tout mettre en place. Et après, l'idée, c'est qu'on les scelle avec une plus-value et qu'on retourne en fait une partie de la plus-value à vous, investisseurs, au fur et à mesure des sessions, puisqu'on va pas le fonds, il va prendre une société, il va peut-être en acheter une l'année 1, il va peut-être en acheter une deuxième l'année 2, etc. Et donc forcément, il ne les vend pas toutes non plus au même moment. Et c'est pour ça que vous, votre cash, vous n'allez pas le recevoir d'un seul coup. On ne va pas vous dire, ah ben vous investissez aujourd'hui 3 juillet 2025 et je vous dis que le 3 juillet 2035, je vous rembourse tous les capitaux avec tant de performance. Ça ne marche pas comme ça. Mais sachez que ça fait partie des placements long terme, hein. Donc, on part, en général, on part sur du 10 ans, à peu près, en investissement. Voilà. Et l'idée, comme vous avez expliqué tout à l'heure, vous savez, pour calculer la performance, vous avez à la fois le taux de rendement interne, le TRI, le CFTRI, et on a aussi, donc, le multiple. Donc, c'est le célèbre fois, en fait, hein. Et donc, on essaye, donc, d'avoir un multiple qui soit moins égal ou voire supérieur à 2. Donc ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins en fonction de la société, ça peut être un petit peu plus, mais l'idée c'est que à partir de la 8e année, vous ayez un retour sur investissement puisque ce sera les premières participations qui seront cédées. Oui, oui, ce que veut dire Pascal, c'est que si vous supposez que le fonds il fait x2 à chaque fois qu'il sort une société, ce qui est un objectif cohérent, ben votre point mort par rapport au capital que vous investissez, c'est à partir de la 8e année. C'est là où vous commencez à gagner de la plus-value. Voilà, c'est un truc de marketing qu'utilisent les sociétés de gestion de private equity. Alors là, on a quand même des chiffres maintenant, Pascal. Oui, donc là, donc comme je vous disais tout à l'heure, on le sait hein, statistiquement, et vous pourrez aller vérifier de votre côté, mais le private equity est la classe d'actifs qui largement vend les placements que vous pouvez, les placements traditionnels que vous pouvez trouver en banque, mais même si vous comparez par rapport aux performances boursières des marchés cotés, le private equity surperforme toutes les classes d'actifs. Alors, mais bon, bien évidemment, il y a du risque, hein, ça, on va pas se le cacher, hein. Mais voilà, là, on a pris en fait, vous voyez par rapport, si vous regardez sur la droite, donc vous avez le principal indice mondial, le MSCI World. Donc ça reflète donc les performances des entreprises voilà, mondiales. Donc on voit, c'est déjà pas mal, hein, 8, on tourne aux alentours de 8% en fonction de la durée, de la maturité, donc disons 15 ans, 20 ans. On voit que si vous regardez les sociétés privées, les groupes privés qui ne sont pas cotés, eux aussi ont fait de belles performances. Là, on est à plus de 10%. En revanche, le private equity est gagnant sur toutes les durées. Et là, vous voyez, donc là, on a des taux de 15%. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on sera peut-être pas sur 2024, on va pas être sur ces performances. On a un petit peu plus. Ouais, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, 2024, ils sont un peu. Enfin, quand on aura les chiffres 2024, on verra que bah, il y a toutes ces participations que les gens ont du mal à céder. Alors, ça se verra peut-être pas encore trop dans les chiffres parce qu'elles sont pas cédées, donc elles sont valorisées. Mais on sera probablement sur des chiffres un petit peu moins bons. Maintenant, le private equity, il a connu des millésimes un peu moins bons. Il s'en est toujours relevé, hein. Après les années 2008, bah, ceux qui avaient acheté en 2006 ou 2007, ça a été un peu compliqué pour valoriser à 15 ou 20% leur investissement, mais ils s'en sont sortis et les sociétés de gestion de private equity, ben, sur les millésimes qu'elles ont lancés en 2009 ou 2010, elles ont fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent à leurs investisseurs. Donc, vous voyez, c'est dans ces périodes aussi que c'est intéressant de se positionner. C'est une période où le marché est moins actif et où les valorisations baissent, c'est le moment où il faut se positionner. Alors Pascal, c'est bien beau de dire que le private equity ça rapporte beaucoup, mais c'est des moyennes, ce sont des moyennes. Oui, donc comme toute classe d'actifs, il y a des fonds qui sont plus ou moins performants. Donc alors ça c'est notre job à nous d'aller sélectionner les meilleurs fonds pour pouvoir vous les présenter derrière. Donc effectivement dans le private equity on peut avoir une des grands écarts de performance. Donc là, si on regarde en fait les meilleurs, tout à l'heure on parlait d'une quinzaine de 15% dans le monde par exemple en performance pour le private equity, mais on peut voir que les meilleurs des meilleurs font plus de 20%.
Donc, on fait, du moins ces dernières années, on fait de plus de 20% de performance annualisée. Donc ça, c'est très important de sélectionner la bonne société de gestion. Mais ça, c'est notre job, ça, on le fait pour vous. Donc on va en reparler tout à l'heure. Alors, faites attention quand même quand vous voyez ces chiffres qui sont quand même très 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 sympathiques pour le premier quartile. Faites attention parce que pour avoir ces TRI-là, il faut investir 5, 10, 20 millions dans un fonds parce qu'on est sur des fonds professionnels et ces fonds professionnels, ils ne sont pas accessibles à la clientèle de particuliers. Donc on verra qu'il y a des solutions qui permettent de pallier ce problème, mais croyez pas en investissant en private equity que vous ferez du 22% parce que vous avez choisi les fonds du premier quartile. En plus, vous n'êtes pas sûr que ceux qui étaient dans le premier quartile depuis 10 ans, ils le seront encore dans les 10 prochaines années. Ça, c'est le principe de base de la finance. Mais en plus, vous êtes sur des chiffres qui sont optimisés au niveau des appels de fonds et des retours de fonds, qu'on en a parlé tout à l'heure, qui sont optimisés parce que il faut mettre des tickets très importants. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que y a de la marge. Hein, et on voit que les fonds du premier quartile, ils rapportent plus que les autres. Et on voit que, comme disait Pascal tout à l'heure, le private equity, c'est mieux que la bourse. Euh, Juste, je voudrais, le private equity, petite remarque, il a été introduit en France ou vulgarisé en France au travers des outils de défiscalisation. Donc au début, ça a été ce qu'on appelait les FIP qui permettaient d'investir dans les régions en private equity avec une carotte fiscale à la clé. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelait les FCPI. Là, c'était pour investir dans l'innovation. Tout ça, ça a été dopé parce que Nicolas Sarkozy, en 2008, a mis en place la loi TEPA. Vous vous rappelez, la loi TEPA, elle permettait de défiscaliser jusqu'à 75% de son investissement quand on investissait, quand on épargnait son argent dans des fonds de FCPI ou FIP. Donc là, il y a eu énormément d'argent. Nous, dans le cabinet, on a collecté beaucoup au travers de cette activité-là. Il y a plein de sociétés de gestion qui sont créées autour de cette thématique. Bon, eux, ils sont pas dans le premier quartile. Hein, et en France, le private equity a souffert un peu de cette image parce que les frais étaient très élevés, il y avait beaucoup de sociétés de gestion qui n'étaient pas au niveau, et globalement, il y a eu beaucoup de déceptions. Et on va voir un peu comment le private equity est revenu à la mode auprès des particuliers. Alors, là, je vais prendre la parole à Pascal pour vous dire un petit peu comment on peut faire pour investir en private equity, et notamment comment on peut faire pour investir en private equity quand on est français et qu'on réside à l'étranger. Déjà, c'est pas facile de trouver la bonne solution quand on est français et qu'on habite en France, et quand on est français et qu'on habite à l'étranger, c'est encore plus compliqué. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des fonds c'est les fonds à 25% de rentabilité, là, ils sont réservés aux assureurs, aux universités américaines, aux family office. Donc là, ça va être des tickets à 5, voire plus, hein, 5 millions d'euros, voire plus. En plus, enfin, ou 5 millions de dollars d'ailleurs, mais en plus, il faut pleurer parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir votre participation dans les meilleurs fonds, parce qu'ils sont sélectifs, hein, on ne mélange pas les choux et les carottes. Donc, ça, c'est élitiste, c'est volontairement élitiste et ça rapporte beaucoup, normalement. Ensuite, il y a des fonds qui vont être ouverts aux investisseurs professionnels, mais particuliers. Ça, c'est une spécificité de la législation européenne. Les autorités européennes ne veulent pas que les fonds de private equity, entre guillemets, un peu professionnels, soient ouverts à tout le monde. Et donc, il y a deux notions d'investisseurs professionnels. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais globalement, vous pouvez être considéré comme investisseur professionnel en tant que particulier si vous mettez un ticket de plus de 100 000 euros. C'est pour ça que vous verrez qu'on a beaucoup de solutions en private equity qui débutent à partir de 100 000 euros. Parce que si vous êtes en dessous, vous êtes considéré comme un investisseur particulier non professionnel et vous n'avez pas accès au même véhicule. Et c'est l'objet d'ailleurs de la troisième partie. Hein. Donc ces fonds qui sont ouverts à tout le monde, en France, schématiquement, c'est le véhicule le plus connu, c'est ce qu'on appelle les FCPR. On vous en présentera quelques-uns. Et donc, il y a des fonds ouverts à l'ensemble des investisseurs qui ont des avantages fiscaux, d'autres qui n'en ont pas. Le FCPR, en l'occurrence, il a une fiscalité intéressante au niveau de la sortie.
Donc voilà, il va falloir, donc la première partie, vous oubliez. La deuxième, schématiquement, ça va dépendre de l'argent que vous avez pour investir dans un fonds. Et la troisième, bah, là, c'est ouvert normalement à tout le monde et avec des montants qui sont abordables. Ensuite, il y a une deuxième notion, enfin, il y a quelques notions qui sont importantes à connaître. Donc, vous pouvez investir dans une société, dans un fonds géré par une société de gestion et ça va fonctionner comme on vous a dit tout à l'heure. Le fonds, il va lui-même prendre des participations dans des sociétés. C'est ce que j'ai appelé fonds opérationnel. C'est le cas le plus standard, mais c'est pas celui qu'on retrouve le plus souvent aujourd'hui sur le marché. Parce que et pour se positionner sur les fonds du premier quartile, eh ben, il faut mettre des tickets à 5 millions d'euros. Et pour mettre des tickets à 5 millions d'euros, on va mutualiser l'argent des épargnants. Et on va le mutualiser au travers de deux techniques. La première, c'est ce qu'on appelle un fonds de fonds. Donc, vous allez apporter votre argent à une société de gestion de private equity, et cette société de gestion de private equity, elle va investir dans 5 ou 6 autres fonds de private equity, si possible, qui sont dans le premier quartile. Donc, vous allez payer un peu plus de frais parce qu'il va falloir payer la société de gestion qui chapeaute l'ensemble, mais vous allez avoir accès aux meilleurs, enfin, vous allez avoir accès à des fonds qui ne vous étaient pas réservés. Et en plus, au travers du fonds de fonds, vous allez mutualiser votre investissement. Vous ne mettrez pas tous vos œufs dans le même panier parce que vous aurez 5-6 fonds sous-jacents. L'autre technique pour investir dans ces fonds professionnels, c'est ce qu'on appelle dans le jargon anglais le feeder. Donc, c'est un fonds nourricier. Ça veut dire là, on a ciblé un fonds. Par exemple, Ardian secondaire, hein, on a vu qu'ils étaient. Alors, imaginez qu'Ardian lance un nouveau fonds secondaire. Et pour pouvoir investir dans ce fonds secondaire réservé aux professionnels, une société de gestion va créer un fonds dont l'objet est d'investir uniquement dans ce fonds Ardian. Donc, ce fonds, il va être appelé fonds nourricier et Ardian, qui lance son fonds, ça sera le fonds maître. Donc, ça, c'est une technique. Et donc, c'est pareil, on a un peu plus de frais, un petit peu plus. Alors, il y en a moins souvent que dans les fonds de fonds, parce que les fonds de fonds, comme vous voyez, il faut qu'ils lèvent beaucoup. Si vous mettez un ticket de 5 millions à chaque fois, si vous avez 6 fonds, et puis souvent, les fonds professionnels, ils demandent à ce que l'investisseur qui veut se positionner, il va demander à ce qu'il garantisse avec une banque ou autre chose. Donc ça limite, c'est des barrières, quoi. Alors que quand on est sur les fonds nourriciers, la technique du feeder, on va avoir beaucoup plus d'intervenants. Il y a une troisième technique, donc c'est la technique du co-investissement. Donc là, on n'a plus un feeder, c'est-à-dire que la société de gestion, elle va accompagner d'autres fonds pour co-investir avec eux. Donc ça, c'est une technique qui est aussi assez répandue. Il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui ne font que du co-investissement. Donc c'est intéressant parce que globalement, ils prennent à chaque fois un bout de la participation qui a été apportée par un autre fonds. C'est ça la technique. Il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est les techniques de l'Evergreen. Alors, Evergreen, ça c'est ce que toutes les sociétés de gestion recherchent. C'est un fonds qui ne s'arrête jamais. Donc, ça veut dire que les honoraires de gestion, ils ne s'arrêtent jamais non plus. Donc, ça, comme ça paraît très intéressant. Hein, c'est mieux parce que vous n'avez plus la contrainte de la durée. Mais évidemment, si vous n'avez plus la contrainte de la durée, vous allez gagner moins. Pourquoi vous allez gagner moins? Parce que déjà, on va moins calibrer les appels de fonds et les remboursements. Ensuite, parce que il va falloir laisser une trésorerie disponible dans la société pour pouvoir faire appel à la liquidité de ceux qui veulent sortir. Donc, c'est pas si simple, si vous voulez, le fonds Evergreen. Mais globalement, par exemple, quand on veut investir en private equity dans un contrat d'assurance vie, les assureurs ils demandent souvent que les fonds soient Evergreen parce que comme ça, c'est pas eux qui font la liquidité, c'est le fonds. Voilà un petit peu donc, ce qui s'est passé dans le marché français depuis que les sociétés de gestion spécialisées sur la défiscalisation ont montré qu'elles n'étaient pas hyper professionnelles, pour la plupart, hein, pas toutes. En fait, la technique qui se développe le plus aujourd'hui, c'est d'investir dans les fonds de private equity les plus connus au monde au travers de véhicules intermédiaires, soit de fonds de fonds, soit de feeders, soit de sociétés qui investissent au travers de co-investissements. Et vous verrez tout à l'heure, même assez vite, que dans l'offre que nous avons identifiée, il y a beaucoup de solutions de ce type. Alors,
Ensuite, autre particularité à connaître avant d'investir dans le private equity, en pratique, mon argent, je le mets où? En pratique, le plus simple, c'est de le mettre dans les comptes de la société de gestion en nominatif. Donc ça, c'est une solution peu coûteuse. Il faut faire attention parce que il y a des sociétés de gestion qui sont parfois réticentes aux souscriptions de Français qui résident à l'étranger. Par exemple, le Raseo, on en parlera tout à l'heure, eux, ils demandent dans ces cas-là ce que ce soit dans un compte titre, ce qui est un peu plus compliqué. Donc vous pouvez, mais il y a des sociétés où vous pouvez investir au nominatif en direct. Ensuite, autre technique, vous pouvez investir dans un contrat d'assurance vie. On en a parlé. Donc ça se développe depuis 3-4 ans. Le private equity est devenu un actif à la mode et les assureurs permettent à leurs clients d'investir dans quelques fonds, souvent il y en a entre 2 et 10 selon les contrats, et donc là, bah, vous êtes souvent sur des fonds evergreen, et vous aurez pas 15 ou 20% de rentabilité, mais vous avez des fonds qui rapportent facilement 7-8%, et nous, nos clients investissent dans des fonds comme ça, où ils ont 7-8% chaque année. Ensuite, vous avez une troisième manière d'investir, c'est au travers d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc là, vous n'avez plus la contrainte de savoir si vous êtes résident à l'étranger ou pas. Vous faites ce que vous voulez au travers d'un support de placement qui s'appelle le FAS dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois. L'inconvénient, c'est que il faut un peu de sous, quoi. Globalement, il faut 1 250 000 € d'épargne financière pour pouvoir avoir accès à un FAS. Mais bon, c'est une solution qui est plus souple quand on a l'argent. Ensuite, on voulait vous attirer votre attention sur quelques points. Mais Pascal, peut-être tu pourrais nous en parler, non? Parce que on dit toujours que le private equity c'est chargé en frais. Est-ce que comment ça fonctionne Oui, forcément, il y a des frais puisque quand une société de gestion, bon, faut payer les gérants, bien évidemment, la société de gestion, elle n'est pas là à but philanthropique. Et c'est du temps pour analyser les différentes entreprises cibles. Et après, on n'achète pas une société, on prend pas les participations d'une société comme ça. Hein. Tout ça, ça passe par évidemment des contrats. Donc, qui dit contrat dit avocat, donc dit forcément des frais juridiques. Il y a aussi, on fait intervenir aussi tout ce qui est diligence financière, etc. Donc les études de marché, bien évidemment, les due diligence, etc. Tout ça, ça fait des frais qui s'accumulent. Et puis après, la société de gestion, bah, pendant toute la durée de vie du fonds, elle va continuer à regarder ce que font les différentes entreprises dans lesquelles la société de gestion a investi. Et tout ça, bah, ça prend du temps, de la main-d'œuvre, etc. Il faut bien rémunérer ce travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la société, enfin les fonds qui vont être les frais pardon que vont générer la société de gestion et forcément qui vont venir impacter la performance pure des participations. Donc il y a aussi, comme vous l'avez dit Patrick tout à l'heure, il y a ce qui est le carry interest. Donc ça, ce sont les gérants qui vont le toucher. Comme vous l'avez dit Patrick tout à l'heure, l'idée c'est que il y a un alignement des intérêts donc pour motiver les gérants de la société de gestion à choisir les bonnes cibles et puis à tout faire pour que ça fonctionne bien et que les sociétés dans lesquelles on a pris les participations fassent de la performance. Les gérants doivent vraiment mouiller le maillot, je dirais entre guillemets, et la première chose c'est que donc on les oblige à eux-mêmes mettre de leur propre argent à eux dans le fonds qu'ils proposent aux investisseurs finaux comme vous et moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, s'ils surperforment par rapport à ce que vous avez dit, Patrick. Par exemple, si le fonds dit, moi, je vous promets de délivrer entre 8 et 10% par an, je sais pas, et qu'ils font 12 ou 15, bon, bref. Donc, sur la surperformance, ils auront un bonus qui s'appelle le carry interest, en fait. Donc, quand une société, faites attention, on a l'impression qu'il y a beaucoup de frais, mais quand une société a dit que son historique de performance c'est 20% de TRI, c'est 20% de TRI après que tous les frais étaient payés et le carry interest prélevé par les sociétés de gestion. Donc, il y a des frais, mais ça fonctionne pas mal aussi. Alors, sur la fiscalité, peut-être que pour les Français de l'étranger,
Donc, avantage par rapport au SCPI, par exemple, vous n'avez pas de CSG, CRDS, même si vous êtes en dehors de l'Union européenne. Il faut voir les conventions bilatérales. On va essayer d'accélérer parce qu'on a déjà beaucoup passé de temps. Sur les gains en capital, ils ne sont pas imposés en France compte tenu de la convention fiscale. Hein, ils sont imposés normalement dans le pays d'origine. Sur les revenus, bon, c'est assez peu. Il n'y a pas beaucoup de fonds qui distribuent des revenus. Mais si vous en aviez, vous auriez la retenue à la source sur l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez, c'est pas la catégorie d'actifs qui est la plus taxée. Les risques, c'est pareil, on va pas, et vous savez bien, enfin, vous savez, en tout cas, il faut que vous sachiez, avant d'investir dans un fonds de private equity, que vous avez le risque de liquidité, ça, on en a parlé largement, sauf si vous investissez en assurance vie avec un fonds evergreen. Vous avez un risque de perte en capital, hein, une société elle peut faire faillite, et si un fonds il investit dans 10 sociétés, que les 10 sociétés font faillite, vous ne gagnerez pas d'argent et vous perdrez votre mise. Risque de performance, vous savez bien que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et le risque lié au cycle économique, c'est typique de ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Les investisseurs qui se sont pris un millésime 2018 ou 2019, ils auront moins de performance que ceux qui ont pris un millésime 2025 ou 2026. On vous a préparé avec Pascal un petit panorama de l'offre. Comme vous savez, comme c'est des fonds qui se renouvellent en permanence, on est obligé d'actualiser l'offre en permanence. Et donc, on vous a fait deux tableaux synthétiques. Le premier sur le côté, sur le private equity, et le deuxième sur le non-côté. Donc, sur le private equity, j'investis en capital. Hein. Donc là, on a essayé d'identifier pour vous 4 types d'investissements en fonction de votre profil. Le premier, celui qu'on aime bien, c'est le support Altaroc Odyssey 2025, qui est en cours de commercialisation. Donc, Altaroc, sa politique, c'est du fonds de fonds et un peu de co-investissement. On ne va pas rentrer dans les détails. On a fait des webinaires qui sont sur notre chaîne YouTube, que vous pourrez écouter si vous voulez mieux connaître Altaroc. Mais globalement, vous voyez, ils ont une puissance de frappe qui est impressionnante. Ils ont accès aux meilleurs fonds private equity mondiaux. Ils ont un très bon historique jusqu'à présent. Ils existent depuis 2020. C'est eux qui ont vraiment révolutionné le marché du private equity en sélectionnant les fonds du premier quartile au travers de la technique du fonds de fonds. Après, il faut quand même un ticket de 100 000 euros. Voilà, il faut des tickets de 100 000 euros. Donc ça, c'est le premier. Donc l'inconvénient d'Altaroc Odyssey, c'est qu'ils ont un peu changé de politique avec les Français de l'étranger. C'est pour ça qu'on a prévu une solution de remplacement. Pourquoi Parce qu'ils souhaitent aujourd'hui que l'investissement soit réalisé soit par une société française détenue par la personne qui réside à l'étranger. Ça peut être une société civile, hein, par exemple. On peut même prendre une participation avec une SCI si on en a une en France. Ou alors, vous le mettez en contrat d'assurance vie luxembourgeois avec la contrainte du 1 250 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Altaroc est un peu moins accessible aux Français de l'étranger qu'il l'était jusqu'à la fin de l'année 2024. C'est pour ça qu'on a prévu une solution substitutive un peu sur la même philosophie qui est proposée par Opal Capital, qui est une filiale de Tikeo, qui est une société de gestion qui est très connue en France. Et pareil, même stratégie, fonds de fonds co-invest. Et donc là, on a des fonds qui sont sympas. Hein. Brienne, c'est Tikeo. Octree, ils sont assez connus aussi. Marlène, ils sont très connus. Donc vous avez accès aussi à des fonds du premier quartile. Vous avez toujours la barrière des 100 000 euros, mais là, vous pourrez investir en direct en étant français de l'étranger sans avoir besoin d'avoir une société qui est immatriculée en France. Après que toutes les diligences ont été faites comme on doit le faire pour tous les investisseurs. Donc, vous voyez, deux fonds de type fonds de fonds, de type growth buyout, donc ils sont quand même un peu similaires et concurrents. Il y en a un, il faut se dépêcher d'investir, hein, c'est fini fin septembre. Et donc le second, Opal Capital, il est plus facilement accessible aux Français qui résident à l'étranger. J'ai deux solutions alternatives. Une, si vous n'avez pas 100 000 euros, enfin, pour quand vous n'avez pas 100 000 euros, si vous voulez investir en direct, il y a un fonds qui est spécialisé sur le capital développement, qui est lancé par Euraseo, qui s'appelle Euraseo Entrepreneur Club 3. Donc, c'est typiquement Euraseo, ils sont
connu pour avoir investi dans Doctolib, Mano Mano, Back Market, enfin, toutes les boîtes connues dans le. Ils ont investi dans Mistral aussi, hein, donc toutes les boîtes qui comptent sur le marché digital technologique français, ils ont investi dedans. Hein. Et donc vous avez accès à ce support-là au travers d'un FCPR, donc c'est ouvert à tous. Le minimum c'est 20 000 euros. Et donc là vous avez accès surtout à des sociétés françaises, mais aussi européennes. Et Euraseo, ils ont un vrai track record sur ce métier-là, avec le capital développement. Ensuite, on vous a parlé d'Ardian tout à l'heure. Donc, Ardian, ils ont une solution qui est accessible en contrat d'assurance vie, sur un contrat d'assurance vie accessible aux Français de l'étranger. Ça s'appelle Ardian Access Solution. Donc là, vous avez besoin de 1 000 euros. Vous êtes sur une stratégie de growth, donc de capital développement, une stratégie de capital transmission. Vous êtes sur un fonds Evergreen dont la liquidité est assurée est garantie par l'assureur, donc c'est une solution qui peut être intéressante aussi. Et vous avez accès à Ardian, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont quand même un peu connus. Alors, dette privée, enfin, tout ce qui est non coté, on vous laissera les slides hein, parce que vous n'aurez pas le temps de tout lire. En dette privée, on a toujours pareil un fonds qui investit où on peut investir en direct et il faut mettre 100 000 euros. Là, c'est compliqué de trouver des fonds de dette privée de type FCPR, même si l'offre évolue assez rapidement. Celui d'Opal Capital, il nous plaît bien parce que vous avez accès à 4 pointures en matière de gestion de dette privée. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Et donc, faites attention parce que c'est pas de la dette privée au sens bancaire du terme. Là, ils sont plutôt sur la dette qui est entre la dette bancaire et le capital. Donc, vous allez être sur des dettes qui rapportent plus que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils vont être sur du 12 à 15 ou 7%. Donc, ça rapporte plus. Mais il y a un peu plus de risque parce que vous n'avez pas les garanties qui sont attachées à un crédit bancaire habituel. Et vous avez une autre solution qu'on adore, nous, qui s'appelle EPVE3, Euraseo Private Value. Tu peux déplacer le. On voit le nom. Ouais, mais tout à Euraseo Private Value 3. Donc, Euraseo Private Value 3, ils sont pas complètement en dette privée. Ils ont une petite activité de private equity qui est surtout sur du secondaire. Ça marche bien. Alors, ils font pas 25% de TRI annuel, mais ils font 6, 7, 8% annuels en contrat d'assurance vie. Et surtout, ils ont passé 2022 en faisant 7% de rentabilité. Donc, il y a beaucoup de stabilité dans la progression de la valeur de la part. Quels que soient les événements qui interviennent sur le marché. Et Euraseo, c'est le spécialiste historique de la dette privée en France. Euraseo, ça s'applique d'Invest. Secondaire, c'est le truc à la mode, on aurait pu en mettre 20. On en reçoit tous les jours des offres en secondaire. On a choisi celle d'Opal Capital, toujours pareil, parce qu'on aimait bien les fonds dans lesquels elle avait investi. Donc, vous avez quand même 4 fonds, ça vous permet de diluer de diversifier votre investissement. Donc, la particularité, c'est que Opal Capital, ils ont investi dans des fonds dont la stratégie est vraiment de se positionner sur les fonds de continuation dont on a parlé tout à l'heure. Je vous rappelle que ce sont les fonds qu'on crée pour donner de la liquidité aux fonds de private equity primaires qui n'arrivent pas à vendre leur participation. Private Corner, c'est un peu la même chose. On a trouvé une solution. Alors, oui, mais Private Corner, par contre, c'est sur de l'infrastructure. Donc là, il faut se dépêcher parce que c'est bientôt fini. Et Mirova, c'est en assurance vie. Et vous savez, Mirova, c'est une filiale de Natixis. Ils sont spécialisés dans l'environnemental. Donc là, ça vous permet d'investir dans l'infrastructure et pour décarboner la planète. Voilà, bon, Pascal, donc je vous envoie tout ça parce que si vous voulez en savoir plus, Pascal, elle vous apportera toutes les précisions dont vous avez besoin. On va essayer de conclure rapidement. Oui, parce qu'on vous a déjà pris beaucoup de temps. Alors, pourquoi investir via Maubourg Patrimoine? Donc, nous sommes un cabinet indépendant qui existe depuis plus de 40 ans. On est en fait à mi-chemin, on est ni un gros cabinet ni un petit indépendant, hein, puisque je crois qu'on est à plus de 300 millions d'ailleurs, on doit être à 350 millions d'actifs, je crois. Donc l'avantage c'est qu'on reste à taille humaine, on est voilà une douzaine de professionnels. On a évidemment à votre disposition aussi donc notre ingénieur fiscaliste, hein, donc pour regarder en fonction du pays où vous résidez, de voir s'il existe une convention. Et de voir comment on peut vous accompagner le mieux. Historiquement, je crois qu'en fait, on a beaucoup de professions libérales chez nous, beaucoup de professions de santé.
Mais depuis quelques années, on est un des leaders en France pour les solutions pour les non-résidents, notamment via le contrat d'assurance vie luxembourgeois, et pas que. Mais effectivement, on peut se targuer d'être le premier référencé comme cabinet indépendant spécialiste sur les Français de l'étranger. Voilà. Alors, donc, Pascal, elle pourrait se présenter, mais elle est trop modeste pour ça. Elle a été senior private banker au Luxembourg. Elle a été senior private banker aussi chez Natixis Wealth Management, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et puis, elle a une longue expérience en immobilier, au Crédit Foncier. Et puis ensuite, chez Résidécule, où elle s'occupait de... J'étais directrice des partenariats, en fait. Voilà. Et donc, on a une autre personne qui travaille sur les non-résidents qui s'appelle Stan Mimby, qui a fait pas mal de webinaires aussi avec les Français de l'étranger, que vous avez peut-être déjà vu, et qui était lui aussi senior private banker au Luxembourg et qui a aussi fait du private equity en plus chez Thomas Lloyd. Vous voyez, on a quand même une expérience qui est assez variée. On a un représentant qui est au Portugal qui s'appelle Christophe Purolan, parce qu'on a une clientèle qui est au Portugal, et on a une personne au syndicat qui s'occupe de tout ce qui est couverture santé, que je vous invite à appeler si vous avez des problématiques à ce sujet-là. Donc moi, j'ai oublié de mettre la slide qui me présentait moi, mais juste en deux mots, comme vous voyez, j'ai plein de cheveux blancs, j'ai fait pas mal de choses. Notamment, j'avais m'occupé de la gestion de la crise immobilière au Crédit Foncier aussi dans les années 90. Et ensuite, j'ai travaillé... j'ai participé à la création d'une banque qui s'appelait la Compagnie 1818 à l'époque, qui était la banque de gestion de fortune du groupe Caisse d'Épargne, où je m'occupais des crédits et de l'immobilier. Ensuite, j'ai fait du private equity. J'étais directeur de fonds pour une société de gestion qui s'appelait Développement et Partenariat. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai racheté ce qui s'appelait à l'époque le cabinet Élysée Vendôme et qui est devenu le cabinet Maubourg Patrimoine. Donc l'avantage quand même, c'est que vous voyez qu'on a un perceur, on ne les a pas tous mis, hein, parce qu'on on est une douzaine de personnes. On a quand même des personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont beaucoup d'expérience directement dans les placements qu'on va vous proposer. Donc quand on vous propose de l'immobilier, du private equity ou des placements financiers, c'est une matière qu'on connaît depuis très longtemps et où on a vraiment des spécialistes. Oui, et on investit même à titre personnel. Et on investit à titre personnel. Voilà, donc voilà pour vous présenter rapidement le cabinet. Donc on est staffé, on a des ingénieurs, un ingénieur patrimonial, on a un back-office qui va bien, on a des personnes qui s'occupent des allocations d'actifs. Donc on est capable de vous apporter un service dans la durée. En plus, avec Zoom, c'est plus facile. Et ensuite, on est un métier qui est un peu régulé, hein, vous voyez. Donc, on vous a mis ça un peu pour vous rassurer. Donc, on a 4 métiers, en fait. On est intermédiaire en assurance. Donc, c'est ce qui nous permet notamment de vous proposer des contrats d'assurance vie, mais c'est ce qui nous permet aussi d'assurer les entreprises pour leur personnel. C'est ce qui nous permet d'assurer nos clients pour leur voiture. Vous voyez, Donc ça, c'est un métier qui est contrôlé par la CPR et qui nécessite une inscription dans un registre qui s'appelle l'ORIAS. Et si les personnes qui vous vendent du conseil, ils ne sont pas dans l'ORIAS, c'est qu'ils ne sont pas habilités à vous proposer du conseil. Et donc, on a un deuxième métier qui, lui, va nous permettre de proposer du conseil en investissement financier. Donc c'est avec ça qu'on vous propose. Donc là, on fait du conseil en investissement financier. Hein, c'est le support qui permet de faire du private equity, de la SCPI ou du compte titre. Donc ça, c'est surveillé par l'AMF. Et ils surveillent bien. Et l'AMF, il surveille aussi tout ce qui est intermédiaire en opération de banque. Donc ça, c'est ce qui nous permet de vous proposer des crédits. Et les crédits, soit on s'occupe pas mal pour les Français de l'étranger, soit en direct, soit avec un cabinet qui nous aide sur les cas les plus simples. Mais globalement, on a des solutions aussi pour les Français qui résident à l'étranger. C'est pas toujours simple, hein. C'est pas toujours comme les Français qui résident en France, mais il y en a. Et ensuite, on a un métier d'agent immobilier qui nous permet d'apporter des solutions de transaction à nos clients, soit pour de l'immobilier neuf, soit pour de l'immobilier ancien, soit pour de l'immobilier commercial, soit pour du viager aussi. On fait pas mal de viager. Bon, on a été trop long, mon Pascal, encore. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc là, pourquoi ça ne marche plus? Bon, on n'a plus besoin de ça, de toute façon. On va faire en sorte. Voilà. Donc il y a un de nos auditeurs qui nous a demandé comment on faisait pour repérer les fonds qui gagnaient beaucoup, en nous disant, s'il y a des fonds qui sont dans le premier quartile, ça veut dire qu'il y en a qui sont dans le dernier. Donc déjà, vous vous rappelez tout à l'heure, on vous a dit que, par exemple, les sociétés de gestion qui avaient été créées
pour faire de la défiscalisation, en France en tout cas, ils étaient généralement pas dans le premier quartile. Donc déjà, il vaut mieux écarter celles qui étaient spécialisées sur ces métiers-là, même s'il y en a beaucoup qui ont disparu aujourd'hui. Donc, oui, c'est sûr que c'est toujours comme toujours en finance. C'est toujours plus facile de savoir identifier les fonds qui font plus de 20% de TRI sur les 10 dernières années. Enfin, les sociétés de gestion qui ont des fonds qui font plus de 10% de TRI sur les 10 dernières années, c'est facile. Être sûr qu'ils vont faire 10% les 10 prochaines années, bon, maintenant, on peut se dire que ceux qui ont fait 10%, qui ont fait 1% sur les 10 dernières années, et ils ont des équipes qui savent faire et ils sont mieux positionnés pour profiter des opportunités qui existent sur le marché. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, rappelez-vous aussi que les meilleures sociétés de gestion, elles sont sélectives. Elles veulent pas mélanger les choux et les carottes. Elles sont assez fières des investisseurs qui peuvent investir dans leurs fonds. Elle les sélectionne à l'entrée. Et donc, pourquoi on travaille avec Altaroc? Parce que Altaroc, il est dirigé par une figure du private equity européen qui s'appelle Maurice Chéniaud, qui a créé en Europe la société Apax, qui s'appelle pour la partie française maintenant Seven, je crois. Seven. Et donc, Maurice Chéniaud, quand il y a deux choses, c'est que, un, quand il veut entrer dans les meilleurs fonds, les sociétés de gestion acceptent parce qu'il a quand même une certaine notoriété sur le marché du private equity mondial. Deuxièmement, il a aussi les sous. Parce que quand il faut prendre des tickets de 5 à 10 millions d'euros et les garantir, Maurice Chéniaud, il est capable de les garantir et pas les autres. Donc, voilà un petit peu pourquoi, comment en tout cas on peut essayer de rentrer dans les fonds qui ont les meilleures possibilités d'être dans le premier quartile des 10 prochaines années. Après, on diminue les risques de se tromper, mais on ne les écarte pas complètement. Voilà. Pascal, est-ce qu'on a oublié des choses? Alors, je vous invite, si vous avez... D'abord, je vous remercie de votre patience. Vous êtes encore nombreux. Et pourtant, c'était ardu, hein, ce soir, aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, sur les slides qu'on vous enverra, il y a les coordonnées de Pascal. Vous pouvez lui envoyer un mail, vous pouvez caler une visio avec elle. Si vous êtes intéressé par le private equity ou par tout autre placement qu'on est capable de vous proposer, hein, vous avez peut-être participé déjà à des webinaires qu'on a organisés. Et je crois qu'on a été trop bavard. Il n'y a plus de questions. Non, on vous a peut-être un peu trop fatigué. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée si vous avez encore beaucoup de temps devant vous avant la nuit. Et je vous dis à très bientôt. On reviendra vers vous avec le replay et avec les slides de présentation. Merci de votre patience. Merci. Au revoir. Merci Pascal. Au revoir.